Bonjour, c'est moi la start-upeuse. Je sais que ça peut surprendre. J'ai plutôt l'air d'un directeur financier d'un groupe industriel allemand. Jérémy, mon associé, trentaine d'années, barbu, pantalon court, se désole tous les jours de mes tenues qu'il trouve pas assez cool. Donc aujourd'hui, j'ai mis le jean, les tennis pour avoir l'air intégré. Le fait est que c'est assez récent. Il y a un an encore, j'étais directrice innovation au sein du groupe La Poste. Alors pourquoi ce choix d'une start-up? Quand j'ai rencontré Jérémy dans un incubateur, lui il était coach, moi j'étais en formation. Je me suis présentée, il m'a dit non mais directeur innovation dans un grand groupe, ça sert à rien. Alors je dois dire que c'était une entrée en matière voilà, que je n'ai pas forcément appréciée, parce que s'il y a bien quelque chose sur lequel le directeur innovation a envie dans une entreprise d'avoir, c'est de l'impact. C'est de créer la nouveauté, le changement. D'ailleurs, c'en est la définition de l'innovation. Pour moi, c'était même plus qu'un rôle, c'était une mission. Et j'ai trouvé de grands enthousiasmes, j'ai eu des grandes périodes de doute. J'ai changé ma façon de faire, de l'envie de créer des nouveaux projets, des concepts. Mon sujet a été de plus en plus autour de l'organisation, autour de comment le faire. Et finalement, j'ai eu l'impression que le contexte dans lequel j'évoluais était de moins en moins positif, moins en moins favorable, et pas que pour mon entreprise. Je pense pour beaucoup d'entreprises dans des contextes industriels, de services. Et je comparerais le métier de directeur d'innovation à celui de quelqu'un qui est en train de faire un champ de permaculture en pleine Beauce, en zone d'agriculture intensive. Quand je suis rentrée il y a 9 ans au sein de La Poste, j'étais portée en plein enthousiasme. J'allais bien sûr inventer les nouveaux business qui allaient sauver La Poste de la disparition du courrier. Je venais du conseil, ça donne de la confiance. Et donc, j'ai commencé par le b.a.-ba, ce que j'avais appris à faire, le benchmark. Donc, je suis allée à la Poste suisse pour voir quel était le meilleur processus de management de l'innovation. Donc, la Poste suisse, oui, c'était très, très cadré, à chaque étape, avec un comité de direction, une gouvernance extraordinaire. Puis, je suis allée en Allemagne. Là, ils avaient mis des moyens considérables dans une entité à part pour inventer la Poste de demain. Et puis, je suis allée au Japon, chez Yamato, une société de livraison de colis extraordinaire. Ils livrent de tout, du fragile, du lourd, du grand. Et le dirigeant qui me présente son organisation me dit « Ah non, mais chez nous, il n'y a que les livreurs qui peuvent innover. C'est eux qui sont au contact du client tous les jours. D'ailleurs, ils ont leur numéro de téléphone et ils peuvent interagir en cas de problème. Seuls eux savent ce dont ils ont besoin. Chez Yamato, c'est le terrain qui innove. » Alors, bon, moi, je dois dire que j'étais au siège, bien loin du terrain et des facteurs. Donc, je n'ai pas forcément scié tout de suite la branche sur laquelle j'étais assise. Mais par contre, j'ai quand même gardé cet insight, cette mission. Ma mission n'était pas seulement d'inventer des nouveaux produits, et même peut-être de moins en moins, mais bien de nourrir le terrain qui porte l'innovation. Alors, je l'ai fait de différentes façons. D'abord, pour moi, il s'agissait de stimuler. J'ai commencé par stimuler l'innovation, faire des prototypes avec des startups que l'on présentait une fois par an au Lab Postal. C'était un moment pour montrer ce qui était possible. Comment est-ce qu'on pouvait se l'approprier? C'est devenu un moment très important aujourd'hui, vraiment une espèce de fête de l'innovation pour l'ensemble des postiers. Et ce n'est pas uniquement stimuler, c'est aussi donner les moyens de faire. Moi, mon domaine, c'était le numérique. Donc, j'ai développé des plateformes numériques. Ça peut paraître très technologique, c'est des plateformes d'ouverture de données, des plateformes d'ouverture de services, des API. Mais pour moi, c'est une façon de donner à tout un chacun au sein de l'entreprise les moyens d'agir et de prototyper des services avec ce type de plateforme. Ça voulait dire de la formation, mais pas que pour des informaticiens, aussi pour des marketeurs, des communicants. Et c'est comme ça, sur une plateforme de données, où du coup on désilote l'information,
tout ce qui constitue et qui est produit par le terrain, on le met à disposition. Où sont ça va tout simplement de où sont mes boîtes aux lettres, où sont mes bureaux de poste, qu'est-ce qu'il y a tout autour. On a énormément d'informations. Quel est l'impact, quelles sont les émissions de CO2 de mes véhicules. Et en l'occurrence, par exemple, une personne de la communication avait pu prototyper comme ça un service qui permettait d'interagir avec la collectivité territoriale pour dire quel est l'impact là maintenant en temps réel de mon émission CO2. C'est donc pas seulement aussi donner les moyens au terrain, le nourrir avec tout ce qu'il a, il le constitue, c'est aussi planter des graines, jardiner, faire pousser des plants qui deviennent grands ou qui meurent beaucoup. Parfois, ils sont piétinés ou qui vont sur le jardin d'à côté. C'est comme en agriculture, il y a parfois des moments d'ingratitude, mais aussi des belles récoltes. Et je fais ce parallèle avec la permaculture, qui est un mode d'agriculture où sur un même terrain, on va faire pousser des plantes, des fleurs, des légumes. Et parce que c'est toute cette diversité, le terrain ils vont passer des nutriments et le terrain va être particulièrement riche. Et on a fait la preuve d'une très grande productivité des terrains en permaculture de par la diversité. Et c'est ça, développer l'innovation, c'est permettre cette diversité. Et même au-delà d'un nombre de projets, sur un même projet, c'est comme ça qu'il est développé. Je donnerai l'exemple d'un projet il y a quelques années que j'avais monté qui s'appelait la voiture postale. D'abord, l'idée de ce projet était venue un soir à Marseille, une belle soirée, un événement d'innovation, le Lift qui était organisé par la FIG où il y avait des gens très inspirants. Et je rencontre Robin Chaise, qui est la fondatrice de Zipcar, une première société d'autopartage aux États-Unis, qui est devenue vraiment la porte-parole de l'économie collaborative. Pour elle, tout ce qui est en excédent doit être utilisé et déployé pour la majorité. Elle me dit, mais vos véhicules postaux, qu'est-ce que vous en faites le week-end? Vous devriez les louer. Avec cette idée, en fait, on revient. Je travaille avec Coulicar, une jeune start-up à l'époque d'autopartage. Et on va chercher des compétences. En l'occurrence, on a trouvé les compétences qui avaient déployé le véhicule électrique au sein de la Poste, pour s'appuyer sur eux, pour nous aider à trouver des centres de tri, des directeurs qui, vraiment, par pure curiosité, c'était clairement pas dans leurs objectifs, ont envie d'essayer et d'expérimenter et voir ce que cela donne. Avec toutes ces richesses et cette diversité, on a fait une expérimentation qui est devenue une plante, puisqu'elle fait partie, maintenant l'autopartage fait partie des services d'une nouvelle business unit de mobilité. Et en même temps, Coulicar, lui, s'est vendu avec une très très belle valorisation chez PSA, car l'expérimentation que nous avions montée ensemble leur avait apporté beaucoup de force. C'est ça la permaculture, c'est se nourrir les uns des autres, de nos différences et de nous inspirer aussi mutuellement. Certaines organisations en ont fait un mode de fonctionnement. En l'occurrence, Gore Technologies, la société qui a inventé le Gore-Tex, c'est une entreprise qui a un mode de fonctionnement en termes d'organisation très, très innovant. Et pour eux, au cœur de leur mode de fonctionnement, c'est le fait de nourrir les uns les autres, les collaborateurs, et de travailler autour de l'entraide entre ces collaborateurs pour pouvoir nourrir l'innovation. Ils ont en fait entériné cela avec leur mode de incentive. Un collaborateur, 70% de sa prime est sur comment est-ce qu'il a atteint ses objectifs. 20%, c'est dans quelle mesure il a aidé les autres à atteindre leur objectif, et 10% sur comment est-ce qu'il s'est développé en termes de compétences pour l'avenir. Ce mode de fonctionnement qui est vraiment autour de l'enrichissement et de l'entraide dans l'entreprise n'est pas un mode de fonctionnement qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises, et même dans la majorité, qui va être concentré sur une organisation autour de la performance financière, autour finalement d'une agriculture intensive, un rendement maximum sur ce qui fait ou jusqu'à présent mon succès. Et d'ailleurs, ces entreprises ont un outil magique pour les aider, c'est l'ERP.
un logiciel de gestion intégré qui permet d'aligner l'ensemble des processus sur le pilotage financier. Alors, je ne sais pas si vous avez vécu le déploiement d'un ERP dans un grand groupe, ce que vous avez fait. Moi, personnellement, à l'innovation, ça m'a fait l'effet d'un drone qui balance du Roundup sur un champ. Rien n'y échappe, pas la moindre petite herbe folle. Moi, j'avais un contrôleur de gestion qui m'aidait sur beaucoup d'affaires et qui me permettait justement de payer les startups en avance. Après, donc Jean-Claude a été mutualisé et j'ai dû faire les bons de commande, attendre un workflow qui, du coup, numérique est devenu infini et les startups ont fait preuve de beaucoup de patience. Alors effectivement, aujourd'hui, on dit « Oh là là, il y a plein de corporate hackers, c'est la façon d'innover. » Mais comment faire autrement? D'ailleurs, je le promeux, mais comment faire autrement? L'autre jour, moi-même, j'étais dans un grand groupe pour un industriel pour pouvoir vendre une expérimentation pas chère. Et il me dit « Mais charmant, le garçon, il me dit « Bon, alors, comme vous n'êtes pas dans les achats, on va passer par une société de portage salarial qui va donc vous prendre 10% sur votre facture. » Voilà, le jeune garçon très charmant qui devient corporate hacker et finalement une performance, en tout cas sur le modèle innovation, qui reste à discuter. Donc oui, aujourd'hui, ces modes de fonctionnement, ces logiciels qui ont aligné l'ensemble de l'organisation ont rigidifié l'organisation et asséché le terrain. Et le rôle d'un directeur d'innovation va du coup être de développer, d'essayer de jardiner ce terrain, de démultiplier la permaculture et de permettre les croisements, de repermettre la diversité. Moi, en partant, en quittant ce métier de jardinier, du coup, j'ai imaginé un service d'irrigation, une solution d'irrigation, en partant par les hommes, en disant c'est les hommes et les compétences qui peuvent s'enrichir entre eux et permettre de faire gagner à l'entreprise l'agilité qu'elle a pu perdre. Avec Cowork ID, on a une plateforme donc, qui permet à chacun de préciser ses compétences, celles d'aujourd'hui, d'hier, de demain, et de stimuler par des robots la coopération et l'entraide. Par exemple, c'est un jeune embauché qui peut solliciter quelqu'un d'expérimenté qui a vécu le terrain, et c'est lui qui va le mieux lui passer la culture et l'expérience, ou quelqu'un qui faisait du véhicule électrique à un moment donné, venir aider sur un projet qui n'a pas grand-chose à voir, sinon une expérience de déploiement en termes de mobilité. Donc oui, avoir une start-up, c'est des angoisses, beaucoup. C'est clairement beaucoup moins sécurisant que d'être dans un grand groupe. Avec Jérémy, on fait de la permaculture quotidienne de toutes nos différences. On fait pousser notre plan en espérant qu'il y ait de beaux fruits qui se développent. Et en même temps, pour moi, c'est une façon de faire finalement toujours ce que j'ai considéré être ma mission. C'est d'apporter, de nourrir le terrain en donnant les moyens aux hommes qui le constituent de pouvoir se développer et de s'entraider pour changer l'entreprise. Merci.